Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Afrique veut combattre la corruption. L'Union africaine veut s'attaquer à la corruption, ce fléau mondial qui ferait perdre à l'Afrique chaque année 148 milliards de dollars. Vaincre le phénomène est donc possible et l'Union africaine veut s'en donner les moyens. Alors, quelles sont les chances d'y parvenir? Comment s'inspirer du cas des pays qui réussissent à connaître des avancées dans la lutte contre la corruption et surtout comment résister au rouleau compresseur des grandes multinationales qui font fuir hors du continent et sans scrupule les capitaux dont l'Afrique a pourtant besoin. Et pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, journaliste d'investigation, écrivain. Par ailleurs, lorsque je vous invite à participer à cette émission et pour vous faire part de la volonté du président Paul Kagame de s'attaquer à la corruption, vous avez souri, vous me donnerez votre avis sur la question au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mahamat Assilek Halata, vous êtes journaliste, directeur de publication de tchadentropus.com. Votre pays, le Tchad, veut être le pionnier en Afrique centrale de la lutte contre la corruption. Le 10 janvier 2018, le 10 janvier dernier, Abdoulaye Fadoul, le ministre des Finances et du Budget, a même lancé un numéro vert, le fameux 700, censé permettre aux Tchadiens de dénoncer dans l'anonymat tout acte de corruption et de détournement. Vous nous direz si cette mesure marche dans votre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Combattre la corruption, du moins la corruption, c'est d'abord la violation de la loi et c'est tout naturellement que j'ai invité dans cette émission le plus assidu des juristes de la maison, Brice Nzamba. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie, Richard. L'année 2018 est donc appelée à être l'année du combat contre la corruption, disait Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Alors, quels moyens pour quels résultats? C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. L'année 2018 a été déclarée celle du combat contre la corruption en Afrique. Ce thème a également été au cœur des débats du 31e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce lundi 2 juillet 2018 à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Les gouvernements des États membres veulent combattre ce fléau. Leur objectif, permettre le développement économique du continent. Mais de quels instruments dispose l'organisation pour réussir cette lutte? La lutte contre la corruption peut-elle dépasser le simple cadre de la sensibilisation et des exhortations à l'endroit des États? Résistera-t-elle aux souverainetés nationales? Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique parle d'une seule et même voix en ce qui concerne ce combat collectif. Elle souhaite désormais mettre en place des politiques publiques pour des transformations profondes dans tous les domaines qui favoriseraient inéluctablement le développement du continent. Nous avons déclaré l'année 2018, année de lutte contre la corruption. Les méfaits de ces fléaux sont connus, identifiés et se traduisent par la perte de ressources au montant astronomique. Pour marquer votre détermination à en finir avec ces fléaux, vous avez désigné le président Muhammadu Buhari comme leader de notre combat. Le travail abattu sous son leadership fournira des orientations quant aux mesures à prendre. La célébration du 11 juillet de chaque année, comme journée de lutte contre la corruption, devrait permettre d'impliquer tous les segments de notre population dans ce combat. Le rôle des vigiles de l'action publique et de la probité de ceux qui en ont la charge est irremplaçable. L'éducation, le développement des infrastructures, la santé, la démographie, mais aussi le renforcement de la démocratie, pilier d'une bonne gouvernance et du respect des institutions, sont autant de domaines visés par cette lutte contre la corruption. L'on ne saurait douter du fait que la corruption constitue un lourd tribut au gouvernement et aux entreprises et comme tel a des répercussions négatives sur nos efforts de développement. Il est par conséquent économiquement et politiquement raisonnable de lutter contre la corruption.
Aussi, le succès de la lutte contre la corruption dépend-il sans aucun doute de la bonne gouvernance. Entre 1995 et 2014, l'Afrique a connu au moins 1080 cas de corruption transfrontalière, dont 99,5% concernaient des entreprises non africaines et dont la plupart étaient des cas d'évasion fiscale. Il faudrait ainsi une volonté politique des États membres pour la mise en place de mécanismes de lutte contre cette forme de corruption. Alors que nous avons besoin, et très urgemment, d'une croissance à 2 chiffres pour faire face à toutes les contraintes et les challenges qui sont devant nous. Dans le même temps, d'autres fondamentaux macroéconomiques restent fragiles dans beaucoup de nos pays, tandis que la réduction de la pauvreté a été lente, avec un taux de pauvreté d'environ 81% qui a été marqué. Je cite les statistiques parce qu'ils sont importants à savoir et à comprendre la dimension de l'effort qui doit être fait pour vaincre la corruption. Bien qu'il soit difficile de mesurer concrètement les coûts de la corruption, des estimations récentes situent le coût annuel de la corruption à elle seule à peu près 1 500 à 2 000 milliards de dollars, environ 2% du PIB mondial. Un programme civique pour l'éducation nationale des citoyens pourrait être le premier socle de ce départ pour produire des hommes et des femmes qui auront la mentalité et le réflexe du respect de la loi pour une bonne utilisation des deniers publics. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine veulent s'assurer qu'à l'horizon 2063, la corruption ne compromette plus l'Afrique. Messieurs, nous allons essayer d'éviter l'erreur que font certains intellectuels hors sol quand ils débattent de la corruption en développant des théories et en passant à côté des réalités concrètes. Donc, on va parler des faits concrets. Patrick Mbeko, on le sait, l'Union africaine s'est dotée d'une convention contre la corruption depuis 2003, maintenant depuis juillet 2003. Prenons un cas concret. Vous allez en Afrique et vous déposez dans l'administration un dossier à faire signer. On vous dit vendredi, revenez la semaine prochaine. Votre vol retour est pour le dimanche. Et votre cousin vous dit, si vous donnez 50 000, le dossier sera signé tout de suite. Que faites-vous? Mais généralement, pour être honnête, si c'est un dossier qui me tient à cœur, qui est très important, je paie les 50 000 pour avoir accès aux services que je veux. Comment la Convention de l'Union africaine peut-elle, la mise en acte de cette Convention peut-elle empêcher, par exemple, un tel acte? Mais il faut déjà commencer par structurer les services de l'État. Il faut bien payer les gens. À partir du moment où, parce qu'on essaie de faire ça simple, à partir du moment où les gens ne sont pas payés, les conditions ne sont pas bonnes, ce sont ces conditions, ce sont ces mauvaises conditions de travail, ce sont les mauvaises conditions qui vont créer les conditions, d'autres conditions qui vont emmener la corruption. Le type de corruption que vous expliquez, parce que la corruption, c'est à plusieurs niveaux. Bien sûr. Mais là, on est encore dans la moyenne corruption. Dans la petite, pour moi, ça, c'est de la petite corruption, si on veut. Admettons. Au niveau de l'administration publique. Oui. Je pense qu'il y a un travail à faire déjà au niveau de nos administrations. Les gens doivent être bien payés. Quand vous ne payez pas bien les gens, vous les incitez à adopter des habitudes, des comportements qui sont répréhensibles par la loi. Maintenant, est-ce qu'on doit sanctionner la conséquence ou s'intéresser aux causes profondes qui emmènent à la corruption, qui causent la corruption? Nous avons connu en France un ministre, puissant ministre de l'Intérieur, sous le président Sarkozy. Il inspirait l'autorité de l'État, il incarnait l'intransigeance et la rigueur républicaine. On a appris après qui dépensait allègrement les fonds de son ministère à des besoins personnels. Il était pourtant bien payé. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je dis que c'est à plusieurs niveaux. Je pense que le pauvre et le riche n'ont pas les mêmes priorités, mais les deux peuvent commettre des actes de corruption, mais à plusieurs niveaux. Celui qui veut avoir 50 000, c'est celui qui est au bas de l'échelle. C'est sûr que même les milliardaires aujourd'hui sont accusés de corruption. Des gens qui ont des milliards, pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme, de l'être humain, de vouloir toujours gagner plus. Maintenant, dans certains pays, ça n'existe pas parce qu'il y a un cadre qui essaie quand même de réglementer tout ça. Et aussi, il y a aussi au niveau de la personnalité des gens, au niveau de l'éducation civique, parce que vous avez parlé de ça dans votre documentaire. Moi, je pense qu'il faut prendre ça aussi en considération. Mais si on veut vraiment régler le problème de la corruption, il faut attaquer la pauvreté. Non, ça c'est en ce qui concerne l'exemple que vous avez donné. Mais il faut attaquer les causes profondes qui conduisent à ce différents types de corruption. Brice Nzaba, c'est exprès que j'ai donné l'exemple de ce ministre de l'Intérieur français qui était très puissant et à l'époque, un peu pour partir du postulat que la corruption n'est pas qu'africaine, ce n'est pas endémique, c'est un phénomène mondial. Est-ce qu'en Afrique, elle a des spécificités?
Écoutez, je pense que la corruption s'adapte à des sociétés. Hein. Donc chaque société a ses spécificités. Donc la corruption ne se manifeste pas de la même manière dans chaque société. En France ou en Europe, il y a une forme de corruption qui est plutôt très subtile, qui est plutôt très raffinée. Hein. C'est-à-dire que pour trouver des cas de corruption en Europe, il faut chercher. C'est-à-dire qu'il faut trouver des experts comptables qui connaissent les mécanismes, les montages. Et ça, c'est très, très subtil, en fait. Quelqu'un a failli devenir président alors qu'il faisait travailler de façon fictive sa femme. Il ferait oui, ça c'est de la moyenne corruption, pour reprendre vos termes. C'est-à-dire que même là, ces messieurs a usé quand même de subterfuges pour pouvoir tromper la vigilance je dirais, de l'État, hein, de ceux qui devaient payer. Et il ne s'est pas fait avoir, si n'eût été le travail des journalistes, qui sont plutôt très futés, on n'aurait pas su cela. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis, la corruption, c'est pas une question d'être riche ou pauvre. Voilà. Pour moi, la corruption, c'est on se laisse aller dans le vent de la corruption quand on a un sentiment d'impunité. Voilà. Parce que dans l'exemple que vous avez pris du fameux ministère de l'Intérieur, du fameux ministre de l'Intérieur, si chacun se laisse porter par la corruption, c'est forcément parce que consciemment ou inconsciemment, il croit être dans l'impunité. Voilà, en général, c'est ça. Que ce soit la petite, moyenne ou grande corruption, c'est le sentiment d'impunité qui gouverne l'élan à la corruption. À partir du moment où l'être humain sent qu'il y a la règle et que cette règle-là, elle est effective, eh bien la règle, elle corrige les élans naturels, instinctifs de l'homme, d'en vouloir toujours un peu plus. Et c'est cela. C'est à partir du moment où on a affaire à un état de droit véritable, les mécanismes sont toujours à parfaire, puisque l'état de droit est toujours en perpétuel renforcement. Donc, il faut instaurer des états de droit véritablement effectifs en Afrique pour asseoir une bonne gouvernance avec la peur de la règle et pas la peur de la sanction. Voilà, c'est ça, la peur de la sanction qui est édictée par la loi. Pas parce que c'est le chef, c'est le ministre, ou parce que c'est quelqu'un de mon village, il faut que je le respecte, sinon il va m'enlever du poste, c'est pas ça. À partir du moment où les citoyens, véritablement citoyens, commencent à craindre la loi et pas les hommes, là, il y a la peur de la corruption. Voilà. Monsieur Khalata Assilek Mahamat, on voit une grande mobilisation continentale aujourd'hui contre le phénomène. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de plus en plus une prise de conscience de ce que ce danger compromet le développement des États, en tout cas plus qu'il est. Oui, mais c'est clair, il y a une prise de conscience de façon générale, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté? La volonté, c'est au niveau des États, nos différents États en Afrique. Chaque pays traite la corruption à sa façon. Je prends le cas du Tchad, hein, d'où je viens. Oui. On parle beaucoup, mais on fait peu. Il y a un ministre, vous avez cité tout à l'heure, qui était ministre des Finances. Abdoulaye Fadoul. Voilà, Abdoulaye Fadoul Samoul, qui, c'est un grand intellectuel, qui a voulu quand même régler ce problème, mais il n'avait pas le temps. Parce qu'au Tchad, les gouvernements, c'est une question de 2 mois à 3 mois et alors, on vous fait sauter. Très concrètement, vous avez mis en place dans votre pays, le Tchad, un numéro vert, le fameux 700. Je n'y crois pas, non. Vous n'y croyez pas? L'opposition... Non, ce n'est pas une question d'opposition, parce que la corruption, ce n'est pas une question d'opposition ou de gouvernance. Non, pas du numéro. Non, il n'y a personne, pas. parce que tout le monde, à différentes échelles, la petite ou la grande ou la moyenne corruption, tout le monde est corrompu au Tchad. Même le président de la République, il le dit. Non, monsieur Khalata Assilek, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais tous les Tchadiens ne sont pas corrompus. Il y a forcément on parle toujours de facteurs de majorité. Oui. Alors, permettez-moi de dire tous. De ce point de vue. Alors, moi je me dis, le président de la République lui-même, quand il dit « s'il vous plaît, ne volez pas, arrêtez de voler », d'accord, ça on peut le dire en privé dans le salon, il n'impose pas l'autorité de l'État. Je termine. Au Tchad, vous volez, on vous prend pour faire comprendre à l'opinion internationale, voilà, on suit les règles, on vous fout en prison, vous faites 2 mois, 3 mois, on vous fait sortir parce que votre communauté derrière s'organise, et vous jouissez de ce que vous avez volé. On ne reverse pas ce que vous avez volé à l'État. Alors, à partir de ce moment,
Je suis moi-même candidat. Je vais voler, faire 3 mois de prison et je vais jouir des milliards. Donc on revient justement à la question de la sanction et surtout à la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise. Patrick Mbeko, les objectifs de l'Union africaine, tels que affirmés au dernier sommet à Kigali, enfin à l'avant-dernier sommet à Kigali, comme à ce dernier sommet à Nouakchott, en Mauritanie, c'est promouvoir et renforcer la mise en place par chacun des États membres des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption. La question c'est comment se positionne la Commission de l'Union africaine, qui est aujourd'hui une sorte le gendarme continental pour ainsi dire, par rapport aux souverainetés nationales? Mais je pense que son positionnement est quand même problématique. Et puis, ceux qui prétendent vouloir régler la question de la corruption sont eux-mêmes corrompus. C'est ça le problème du continent africain. À un moment donné, on aime encore une fois, je suis obligé de vous relever. Non, attendez, je vous donne un exemple. Il y a forcément des exemples. On ne peut pas dire que tout le monde est corrompu. On ne va pas généraliser. Voilà. S'il vous plaît. On ne va pas généraliser, mais vous avez quand même cité des chiffres qui sont extrêmement graves. Absolument, c'est vrai, vous avez raison. Les chiffres que vous avez cités ne concernent pas 1 ou 2, 3 pays, ça concerne tout le continent. On est d'accord. C'est extrêmement important. Tout à fait. Donc à partir de ce moment, il faut quand même se poser des questions sur le sérieux des gens qui prétendent vouloir régler la question de la corruption. Si vous prenez le cas du Rwanda que je connais assez bien, vous avez un pays qui est géré par un chef d'État tout puissant et ce sont ses entreprises personnelles qui gèrent tout. Comment voulez-vous que ce monsieur puisse régler la question de la corruption? Puisque le monsieur est à la tête de l'Union africaine maintenant. C'est une question de cohérence dans le discours. Et même pour revenir à ce qu'a dit Bruce, moi je pense même qu'il faut aller plus loin. Parce que ce n'est pas la question de la loi, la peur de la loi qui va pousser les gens à ne pas se livrer à ce genre de comportement. C'est que quand les gens le font, ils ne s'attendent pas à se faire avoir, à se faire prendre. C'est ce qu'on a constaté dans les pays occidentaux, où quand même il y a des règles qui sont très sévères, mais où les gens quand même se permettent de se livrer quand même à certains comportements biscornus. On l'a vu avec votre ministre du budget ici. Oui, Jérôme Cahuzac. Exactement, on ne va pas dire que la France n'est pas un pays de droit, c'est un pays de droit, sauf que les gens, c'est dans la nature de l'homme, comme vous l'avez dit, de vouloir toujours pousser le bouchon un peu plus loin en se disant peut-être que je ne veux pas me faire avoir. Au fond, ce n'est pas une question de structuration de l'État, du bon fonctionnement. Non, parce que même en Afrique, si vous arrivez dans la plupart des pays africains, il y a des lois, il y a des règles. Ah oui, on n'a même pas besoin de cette convention. On n'en a pas. Les législations nationales suffisent. Non, mais le problème, c'est que moi, je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai cité le président tchadien, c'est qu'il a tous les arcanes de l'État entre les mains. Il suffit d'appliquer l'autorité de l'État. Et je pense que ça pourrait faire lui-même. Voilà. À commencer par lui. Non, mais moi, je voudrais juste compléter ce qu'il veut dire. Même ceux qui veulent aujourd'hui faire cet exemple de corruption, etc., mais sont des corrompus. Non, prenez, mais moi, pardon, j'en arrive. Donc, prenons les cas des élections. Revenons sur les élections. Oui. Vous prenez une entreprise qui vient aujourd'hui, qui puisse gérer ça. Je ne vais pas citer des multinationales connues d'ailleurs de tous, mais qui arrivent et qui sont corrompues. Je viens, je vous fais passer. En contrepartie, je veux avoir ça. On reviendra sur la corruption générée, en tout cas dont sont l'auteur les grandes multinationales. On reviendra là-dessus. Encore une fois, parlons concret. Oui. Comment le président de la République sait-il depuis son palais que dans son port, les contrôleurs, ceux qui sont chargés de contrôler la qualité des aliments, du yaourt, du lait et autres qui rentrent dans le pays sont corrompus, sont soudoyés pour laisser passer les aliments. Vous nous ouvrez notre fenêtre. La question, c'est de savoir... Oui, non, mais concrètement, dans un État qui fonctionne, les citoyens qui sont en face de ce genre de fonctionnaires qui leur demandent de l'argent. Oui, les rachats irrationnels. Voilà, ils devraient aller se plaindre devant un tribunal. Mais pourquoi ils ne le font pas, les citoyens? Parce qu'ils savent que leurs plaintes ne vont pas prospérer. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de confiance entre ceux qui se disent citoyens, mais qui, à la vérité, ne le sont pas. Parce qu'un citoyen, c'est celui qui a des droits dans un État. Oui. Et ces droits-là, il peut les faire respecter par les moyens que la Constitution lui garantit. Donc, il faut revenir à la base. C'est-à-dire que les États africains, ils ont des constitutions déjà à la base. Il faut déjà, dans la plupart de ces constitutions, il est dit que déjà le chef d'État, les ministres doivent déjà déclarer leur patrimoine. Ouais. Quand ils prennent leurs fonctions. Mais combien le font? Mais
Personne ne le fait, mais pourtant, déjà, ils ne prennent pas des lois pour organiser ça, comment ça doit se passer, parce que ça n'arrange personne. Oui, mais c'est une transposition de modèles occidentaux. Oui, mais on sait que le rapport à l'argent et au matériel n'est pas le même en Afrique. Oui, mais quand on transpose, personne n'aime étaler sa richesse. Oui, mais quand on transpose, il faut assumer. D'accord, on est d'accord. Il y a deux hypothèses. Ou vous ne transposez pas, et dans ce moment-là, vous prenez des lois qui correspondent à vos mœurs et à vos coutumes, comme ça vous êtes cohérent, ou vous transposez, vous assumez, vous êtes cohérent. Si vous transposez, vous n'assumez pas, personne ne vous comprend. Voilà, et c'est ça, ça dit qu'on est en Afrique, on est dans de sortes d'États, mais qui sont à la vérité des artifices, puisque personne ne respecte les règles qui organisent ces États-là, où chacun a son domaine de prédilection, où il se sert, et tout le monde est au courant et tout le monde tolère. La réalité, c'est ça. J'essaie de penser, sans d'autres sujets naïfs, que le président ne sait pas toujours tout ce qui se passe. Il découvre avec... Il ne sait pas où il ne veut pas savoir. Le président ne sait pas ce qui se passe. Finalement, c'est lui qui est responsable. Non, mais non, il ne faut pas dire ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire que le président est responsable de tout. Parce que le dire, c'est déjà penser qu'on est dans un État où c'est le président qui fait tout. Bon, même si en vérité, souvent dans les États africains, c'est ça. Hein. Mais la manière que les États africains sont organisés, moi je parle de l'organisation officielle de ces États, il y a une répartition de pouvoir. On sait qu'il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Voilà, donc on ne peut pas dire que le président est responsable de tout. Ça c'est en théorie. Hein. On a dit qu'il faut qu'on évite la théorie. Donc dans la pratique, il appartient aux citoyens qui sont lésés d'aller saisir les tribunaux et de faire en sorte que les mécanismes prévus par la Constitution fonctionnent. Or pour ça, ça appartient à la fois aux citoyens et aux magistrats et aux gens courageux. Est-ce qu'on ne rejoint pas, Richard, est-ce qu'on ne rejoint pas aujourd'hui le renforcement des institutions? Ben on en est là. Voilà, on en est là. Non. Si on laisse la justice faire son travail, je pense que c'est le problème comme il le... Oui, absolument. Sauf à ce que vous expliquez, c'est quoi le renforcement des institutions? C'est même pas une question d'institution, c'est une question d'hommes, de ceux qui animent l'institution. Oui, mais il y a une rupture qui vient de mentalité. Il y a une rupture entre les gouvernants entre les gouvernants et les citoyens. Il y a une rupture de confiance. Dans ce genre de débat, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les conséquences sans s'intéresser aux causes. Or, nous avons quand même dans nos pays, c'est une question d'hommes. C'est ça. C'est-à-dire que les gens ont créé les conditions d'une corruption généralisée à tous les niveaux. C'est ça le problème. Parce que la corruption existe partout. Absolument. Mais pourquoi en Afrique, on a une sorte de corruption que je dirais assez, excusez-moi, mais assez imbécile. C'est devenu, c'est banalisé. C'est banal. C'est banalisé parce que, en fait, les institutions existent, les lois existent, mais les hommes censés faire respecter la loi, parce que ça commence du haut vers le bas. Quand le président de la République ne respecte pas lui-même les lois, ses propres lois, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas dire au monsieur qui est au marché ou au petit fonctionnaire de respecter la loi quand il sait qu'au sommet, personne ne respecte la loi. Et puis, il y a des gens qui se livrent à ce genre de comportement. Quels sont les exemples de transgression? Je vais vous donner un exemple. Oui. Il a donné l'exemple des élections. Vous allez voir des gens qui sont à la commission électorale, là, le gars du coin qui est à la commission électorale. Oui. Mais le gars arrive là, vous lui dites, vous êtes chef d'un parti politique, le pouvoir de l'opposition. Vous dites, ben voilà comment on va organiser de façon mafieuse les choses. Mais lui, il le sait. Mais si lui, quelqu'un d'autre vient pour le corrompre, si lui refuse, son voisin va accepter. Mais lui, il est mal payé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Parce que s'il est mal payé en partie... C'est pas une excuse. Je voudrais aussi dire, mais c'est ce que je veux dire. Sur l'aspect concret, comme vous le dites, c'est un fait de société aujourd'hui. Dans nos sociétés africaines, la corruption est prise comme... Je prends l'exemple du Tchad. On prend quelqu'un, on le nomme de façon concrète. On le nomme ministre, directeur, etc. Dès que tu arrives en poste, tes propres parents te disent, écoute, c'est ton tour. Ne te laisse pas avoir. Rassurez-vous, cher ami, c'est partout comme ça on a fait. Alors, il y a une pression sociale. Alors, il dit, c'est ton tour. Ne te laisse pas avoir. C'est vrai, mais là aussi... Et puis, il y a autre chose. Et puis, lui aussi, il arrive, hein, cadre, énarque, tout ce que vous voulez. Vous savez, ce qu'il dit est vrai, mais tout ça découle de ce que je dis. Absolument. C'est parce qu'il arrive, il dit quoi? En fait, il y a un problème d'exemplarité. Exactement. Il y a un problème d'exemplarité. Non, mais quand on arrive, on lui fait la remarque, genre,
mais attends, les biens que tu as volés, ce n'est pas pour toi, c'est pour tous les Tchadiens ou pour tous les... qu'importe le pays, il dit oui, moi j'ai pris ma part. Bon, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve tout à l'heure pour parler des pays où ça marche quand même, des pays qui réussissent quand même à freiner le phénomène, ou les pays où ce n'est pas une fatalité, comme on le croit souvent. À tout de suite.